Les différentes questions. Louvois. Louvois, c'est le fameux logiciel qui a montré sa faillite et qui a perturbé la solde, et donc ça a perturbé aussi le budget des familles de beaucoup de nos militaires. Le système Louvois a été abandonné progressivement, on s'en est aperçu au début des années 2012. Il y a un nouveau système qui est mis en place progressivement et j'espère que les soldes tous les soldats, qu'ils soient marins, aviateurs ou de l'armée de terre, retrouveront leurs soldes et toutes leurs primes d'intervention, etc., d'une manière tout à fait normale. Le A400M, effectivement, cet avion, livré par Airbus, pose des problèmes de mise au point. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle sur des calendriers de production et de conception de gros matériel comme ça, il y a une période de rodage. C'était le cas pour les chars, les sous-marins, les autres avions. Mais aujourd'hui, les périodes de rodage, elles correspondent aussi à la période d'intervention sur des milieux, sur des terrains extérieurs. Donc ça pose des problèmes, mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que les A400M ne volent pas qu'on est obligé de louer des transports, des avions pour transporter nos troupes, nos matériels, etc., etc. Je reviendrai à la dernière question. Effectivement, nous avons dans nos armées des ruptures capacitaires qu'il faudra combler, parce que les programmes ont été décalés au niveau budgétaire, parce que on a des avions qui ont 55 à 60 ans d'âge, donc ils sont de plus en plus fragiles, parce qu'aujourd'hui, un camion militaire ou un tank, quand il est en entraînement en France, il s'use moins que quand il est en Pakistan ou en Afghanistan, et encore moins, il s'use beaucoup plus quand il est dans les sables du Mali. Donc effectivement, nous avons un gros effort à faire sur l'entretien, la rénovation et le remplacement de nos équipements. Sur la place des femmes dans nos armées, le ministre Le Drian était très clair là-dessus. Et dans tous les théâtres d'opération, vous avez des femmes qui sont sur le terrain. Moi, chaque fois que je me déplace sur des terrains extérieurs, d'opérations extérieures, il y a des femmes. Il y en a qui sont dans les troupes d'intervention, il y en a qui sont sur les services de santé, sur les services logistiques, sur les services, etc. Et donc, il y a toujours un renouvellement de nos troupes et une féminisation dans tous les échelons et dans toute la pyramide. Donc, c'est un effort qu'il faut continuer. Et les armées sont très heureuses d'accueillir des jeunes femmes dans leurs effectifs. Il y a même une étude de la marine pour féminiser les équipages de nos SNLE, parce qu'il y a des demandes, mais c'est vrai que ça pose des gros problèmes quand vous restez 70-90 jours au fond de l'eau dans un confinement complètement total. Sur le budget, sur l'OTAN, il y en a qui veulent qu'on sorte de l'OTAN, il y en a qui veulent qu'il faut rester. Nous, on considère qu'il faut y rester. Mais même si la France est à l'intérieur de l'OTAN, ne considérez pas que ce sont les Américains qui donnent les ordres aux Français. Les Français sont toujours, quel que soit le bord politique, depuis le général de Gaulle, tous les présidents de la République ont réaffirmé leur souveraineté, leur autonomie, leur indépendance de la France par rapport aux décisions. Nous devons être en capacité d'analyser la situation du monde, donc de savoir s'il faut intervenir et quand il faut intervenir. Nous devons être en capacité de produire nos armes nous-mêmes. Nous devons être en capacité de décider nous-mêmes et nous devons être en capacité aussi d'agir nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps agir, décider tout seul. Il faut que nous ayons des alliances, qu'elles soient européennes, qu'elles soient au niveau de l'OTAN ou qu'elles soient sous des mandats de l'ONU. Il faut que la diplomatie française travaille pour que, en rappelant les règles d'indépendance, d'autonomie et de souveraineté, nous puissions participer au niveau diplomatique comme au niveau militaire à la sécurisation, à la stabilité du monde, parce que le monde a besoin de sécurité et de stabilité. Nos armées françaises et notre diplomatie sont là pour le rappeler, et notre stratégie appuyée sur les piliers dont on a parlé tout à l'heure, dont la dissuasion, dont la protection du territoire et dont notre niveau d'intervention dans le monde. Et il faut que la France soit entendue. Pour qu'elle soit entendue, il faut qu'elle soit forte et qu'elle soit crédible. Je crois que j'ai répondu à tout. Bon, les 2%, on en a parlé, mais les 2%, là aussi, ce n'est pas l'OTAN qui nous impose de faire 2%.
On a rappelé tout à l'heure les besoins de nos armées. Et ben, pour répondre à ces besoins, pour répondre aux missions que se sont données nos armées, nous avons besoin d'aller à un effort budgétaire correspondant à 2% du PIB. Et je me tais. Oui, très rapidement sur les différentes questions. Louvois, ça a été dit, c'est en cours d'abandon. En 2019, a priori, le nouveau système succédera. Sur la 400M, en dehors de ce que mon interlocuteur de gauche a pu dire, c'est une rupture capacitaire qui est structurelle, c'est-à-dire que nous louons des Antonov à des sociétés ukrainiennes et russes depuis fort longtemps, et à chaque fois qu'il y a une opération extérieure, nous devons passer par, et nous allons continuer, je pense, à passer, parce que nous n'avons pas de gros porteurs en tant que tel, nous n'avons pas développé de gros porteurs. Donc on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Néanmoins, d'ailleurs, pour compenser une partie de cette rupture capacitaire, on a procédé à l'achat de ces 130 supplémentaires. Vous avez l'air de bien connaître le dossier, donc voilà. Sur la parité dans les armées, moi j'étais en opération extérieure il y a fort longtemps, il y avait déjà des femmes. Et moi-même, j'ai travaillé sous les ordres de femmes. Donc je pense que progressivement, les femmes sont en train de monter en puissance dans les armées, en responsabilité, etc. C'est une évolution structurelle. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a maintenant 17%, je pense. Le taux de féminisation est de 16 à 17% dans les armées. Donc ce n'est pas rien, ça se fait progressivement. Est-ce qu'il faut atteindre la parité? Je pense que c'est un autre débat. Je sais qu'en Suède, ils ont expérimenté un équipage féminin dans un sous-marin. Je ne sais pas s'il faut en arriver là non plus, mais peut-être que oui, pourquoi pas. S'agissant de l'OTAN, du sommet et du contre-sommet, il y aura bien évidemment au sommet en tant que chef de l'État, mais peut-être qu'il prêtera une oreille attentive de ce qui se dira dans le contre-sommet, ou peut-être plus, connaissant un peu le caractère de Benoît, il est bien possible que ça l'intéresse aussi. Sur les chiffres du CIPRI, c'est à d'autres périmètres qui sont pris en compte avec d'autres éléments. C'est pas faux ce que vous dites au sens du CIPRI, mais la façon de calculer les budgets diverge selon les différents organismes. D'ailleurs, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on enlève les pensions, on est à 1,41-42% du PIB. Comme c'est moi qui fais les projections, je connaissais bien le sujet. Et donc, on est actuellement à 32,7 milliards et nous plaidons pour une augmentation progressive à 50 milliards en 2022. Une petite divergence même assez notable avec le programme de Macron. Sur le bouclier antimissile, écoutez, je ne sais pas si la doctrine a pu être écrite encore, puisqu'il n'est pas totalement opérationnel au niveau de l'OTAN. Donc c'est peut-être au moment où il sera effectivement en service que nous saurons comment l'employer. Je ne pense pas qu'il y ait un adversaire désigné. D'ailleurs, c'est une arme défensive, strictement. Donc y voir comme une menace, en plus de ses limites, hein, parce que je vous garantis que la technologie actuelle est très rudimentaire et ne permet pas de paralyser des salves de missiles intercontinentaux comme certains pensent le croire. Donc je pense qu'on est en train de dramatiser un dossier qui lui donner une importance qu'il n'a pas. Je pense qu'il y a des dossiers beaucoup plus importants, y compris au sein de l'Alliance Atlantique, qu'on souhaiterait s'orienter vers un mode plus défensif. La ZEAN, la zone... pourvu d'armes nucléaires, il y en a 5 dans le monde. Évidemment, si le Moyen-Orient pouvait aussi avoir un traité du même type que celui qu'on trouve sur d'autres continents, la France devra s'engager vers ce type d'effort. Je crois avoir répondu à peu près à tout. Sur la modernisation de la force nucléaire, je crois qu'on en a déjà suffisamment parlé. Voilà, donc je cède la parole. Je répondrai assez rapidement, d'ailleurs, en vous priant de m'excuser, parce que je serai, à l'issue de cette table ronde, obligé de vous quitter. Donc je veux vous renouveler mes remerciements d'avoir organisé un débat intéressant de fond qui permet d'évoquer ces sujets de défense plus qu'à travers 10 minutes dans des prestations pas toujours simples. Sur Louvois, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est stupéfiant de voir qu'il aura fallu une dizaine d'années pour remettre en l'état le système de paiement des soldes des militaires. Ça se passe de tout commentaire. Sur le problème capacitaire, ça rejoint la question qu'avait posée monsieur tout à la fin. On connaît effectivement une grande défi parce que nous avons des trous capacitaires dans les matériels dont nous aurions besoin pour ce qui est la 400M, mais c'est bien plus vaste que ça. Et nous avons aujourd'hui un problème concernant le maintien en conditions opérationnelles et la rénovation des matériels. C'est la raison pour laquelle
les choix budgétaires qui sont à faire sont immédiats. Et malheureusement, si je puis dire, ça n'est pas fromage ou dessert. Ne pas mettre d'argent sur la dissuasion nucléaire, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça veut dire que soit on met de l'argent sur des crédits de recherche pour maintenir cette capacité, soit si nous l'abandonnons, c'est un abandon, c'est un choix stratégique majeur auquel nous n'adhérons pas, qui est de renoncer à la dissuasion nucléaire. Sur la question concernant l'armement nucléaire au Moyen-Orient, la réponse c'est le TNP. L'idée du TNP, c'est qu'il soit universel et qu'il soit signé par l'ensemble des pays. C'est à travers déjà une bonne exécution du TNP qu'on arriverait à orchestrer les choses. Et je terminerai par l'OTAN en disant que quelles que soient effectivement les demandes que peuvent faire les Américains à travers cette alliance atlantique qui leur donne effectivement la main mise sur leurs alliés, d'une part parce que c'est eux qui payent le plus, donc celui qui paye commande. Donc dans le cadre d'une alliance, quand vous êtes associé pour des opérations majeures avec un partenaire qui est 10 fois plus gros que vous, vous le suivez. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons sortir de ce commandement militaire intégré. C'est indispensable. Derrière la rénovation de la force de dissuasion, c'est une option que nous considérons comme indispensable pour la souveraineté de la France. Donc ça n'est pas lié à une demande des Américains, c'est lié à la perception que nous avons de la souveraineté et de la défense du territoire français. Et pour ce qui est des femmes, je terminerai juste avec ce sourire en vous disant que je fais campagne pour que la chef des armées soit une femme. Eh bien, lors du sommet des chefs d'État de l'OTAN du 25 mai, le chef de l'État, Jean-Luc Mélenchon, ira au sommet de l'OTAN, puisqu'il sera encore chef d'État dans le cadre de l'OTAN, et il enverra quelqu'un au contre-sommet, quelqu'un d'importance, pour voir ce qu'il se dit et participer au contre-sommet de l'OTAN, bien évidemment. Concernant la question du bouclier antimissile, donc nous, évidemment, nous ne paierons pas, puisque nous souhaitons sortir de ce programme purement et simplement, d'autant plus qu'il coûte extrêmement cher et j'apprends qu'il ne fonctionne pas, qu'il ne sert pas réellement à grand-chose. Donc c'est très étonnant de prévoir dépenser autant de milliards sur tant d'années pour quelque chose qui ne sert pas à grand-chose et qui agace visiblement considérablement les Russes et les incite à eux-mêmes réagir d'une manière qui n'est pas nécessaire pour la paix en Europe. Quant à l'injonction, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut citer De Gaulle et François Hollande dans la même phrase. De Gaulle, lui, résistait aux États-Unis, au point où il n'a jamais participé aux commémorations du débarquement du 6 juin 1944. Étant un acteur de premier plan de cette époque, il doit bien avoir une raison à cela. Je vous renvoie à ses écrits. Par contre, si on obéit à des injonctions, je souhaite le rappeler. Nous avons, en dépit de toutes les lois internationales et de bienséance entre pays qui ne sont pas en guerre, arrêté l'avion d'un président en exercice, Evo Morales, sur injonction d'un sous-secrétaire de Washington, au titre que éventuellement Snowden serait caché dans les toilettes de l'avion. Ça a été fait par notre actuel président. C'est notre actuel président qui est monté à la demande d'Obama contre la proposition russe en septembre 2015 à l'Assemblée générale de l'ONU d'avoir une coalition internationale sous mandat de l'ONU pour mener une coalition internationale contre le terrorisme sous mandat de l'ONU. Pardon. C'est notre président qui, sous l'injonction des États-Unis, n'a pas utilisé l'article 5, puisqu'on est dans l'OTAN. Autant l'utiliser quand il est là. Au moment où il y a eu les attaques en France directes du Bataclan, nous pouvions utiliser l'article 5 pour demander à nos alliés, en l'occurrence les Turcs, de frapper, puisqu'ils étaient les plus en capacité de le faire, Daesh, vu que Daesh se regroupe, se réarme, se soigne et a ses instances financières en Turquie. Nous ne l'avons pas fait. On obéit plutôt aux injonctions qu'autre chose. Monsieur Jox a posé la question tout à l'heure. Alors peut-être je me suis mal fait comprendre. Nous ne comprenons pas, compte tenu des discussions que nous avons eues avec des amiraux qui ont commandé des sous-marins nucléaires. Nous ne comprenons pas l'injonction d'améliorer de modernisation de cette partie de la dissuasion nucléaire. Elle est parfaitement inutile jusqu'en 2022 dans le cadre de la loi de dépenses budgétaires.
Ce qui nous amène à la question qui a été posée par monsieur. Oui, on a un gros problème de renouvellement de nos matériels. Ça nécessitera évidemment des investissements lourds. Et là aussi, les injonctions de l'OTAN pèsent sur la manière dont on fait nos armes. La France a une tradition de rusticité et d'armement léger, permettant de faire des opérations pour lesquelles on lui demande d'agir en Afrique. Or là, on va transformer des VAB, des ERC ou des AMX-10 qui sont armés par exemple en canon de 90 contre des choses extrêmement lourdes qui sont armées en canon de 40 mm qui ne serviront pas à grand chose, par contre qui sont dans une logique américaine de dépenser beaucoup en logistique qui coûte, et en blindage lourd et qui donc grèvent notre budget absolument inutilement. Quant à la résolution 1325 de l'ONU, évidemment, nous sommes d'accord, madame, dans tous les domaines. C'est-à-dire que nous souhaitons intégrer dans la Constitution, bon, ça n'a pas complètement un rapport, mais c'est un rapport quand même. Nous souhaitons constitutionnaliser le droit à l'avortement. Nous souhaitons que soient augmentés les salaires des femmes et mis à égalité des hommes, c'est-à-dire environ 20% dans le privé. Et c'est pour ça que nous sommes pour un service militaire mixte homme-femme obligatoire. Donc ça permettra à ce que les femmes, petit à petit, montent en grade. Concernant Louvois, j'en ai pâti moi-même quand j'ai servi en Afghanistan. Ma femme un jour m'a appelé, m'a dit au bout de 4 mois, mais on n'a plus rien sur le compte, on n'a pas été payé. Donc, et ça, c'était peut-être le moins grave, puisque comme vous le savez, pendant très longtemps et encore parfois, nos soldats sont obligés de s'équiper par eux-mêmes. Moi, j'échangeais des rasquettes de combat contre les munitions des États-Unis. Voilà, des blocs de 1000 cartouches, parce que nous, on nous a royalement distribué 120. Vous allez voir pourquoi j'insiste, je parle de ce détail-là. Munitions, les nôtres, qui sont fabriquées en Israël, qu'ils vendent à la France quand ils ne font pas la guerre aux Palestiniens. Des munitions de 5,56 qui s'enrayent à peu près toutes les 10-15 cartouches. Je vous assure que c'est un bonheur quand vous vous retrouvez dans des situations en Afghanistan. J'ai insisté sur ce point et sur les besoins améliorer nos armements, parce que nous sommes dans la campagne présidentielle et tout est toujours consensuel comme dans toutes les campagnes présidentielles, et on va tout faire et on fera mieux. Mais la situation on est actuellement, pourquoi est-ce que tous ces véhicules ne roulent pas? Pourquoi est-ce qu'il y a eu sous Sarkozy 55 000 militaires en moins et 30 000 prévus sous François Hollande qui n'ont été arrêtés que à cause, pour une raison de communication au moment des attentats du Bataclan? Pourquoi est-ce qu'on achète des munitions en Israël? Tout ça, c'est à cause des politiques d'austérité et de l'application des traités européens. En fait, ceux qui ne sortent pas des traités de libre-échange et des traités européens ont les mains liées par rapport à la dépense publique, qu'ils veuillent construire des porte-avions ou financer des écoles. Donc tout ça, c'est de la flûte. Ce qui se passera, c'est que l'OTAN imposera à celui qui sera élu, si par malheur ce sont eux. Notre table ronde après. D'accord, mais juste, je finis là-dessus, parce que c'est un argument politique central, sinon tout ça ne sert à rien, c'est juste des mots qui seront oubliés juste une fois que le président sera élu. Si par malheur c'est Macron, ou Benoît Hamon, ou François Fillon, ou Marine Le Pen, parce qu'elle est assez étonnante, mais ce qu'il se passera, c'est que... Eh oui, tous dans le même sac là-dessus, ce sont des gens qui annoncent une dépense qui ne pourront pas tenir. C'est là le problème. Donc il faut que quoi qu'on fasse, il faut y avoir des gens qui sont prêts à tenir la dépense et pas juste l'exprimer sans pouvoir le faire. Donc ce qu'ils feront, c'est la mutualisation, comme c'est exigé par le concept de Smart Defense de l'OTAN, en déclarant dans 3 mois, non, on ne peut pas financer les sous-marins et les chars et les soldats. Sinon je vais répondre. Voilà,